grandeur, c'est aussi savoir se rabaisser au même titre que les autres en les valorisant, mesdames, messieurs, au sein de la société. Mesdames, messieurs, merci de nous préférer. Voici les titres de ce journal. 8 ans après 8 ans de gouvernance, j'allais dire au Bénin, le régime du président Patrice Talon a fait donc le bilan des gestions des 8 ans dans plusieurs secteurs du pays, notamment dans le secteur de l'éducation, santé et autres. C'est le tour du secteur de l'agriculture. Pour le bilan, Gaston Kossi-Dossu sera dans ce journal pour nous apporter les éléments de réponse. Pendant ce temps, l'on célèbre ce jour, vendredi 4 octobre de l'an 2024, la journée internationale des aveugles et malvoyants. Quel est le but de cette journée? C'est dans ce journal. À suivre également dans ce journal, le mois d'octobre qui est dédié désormais comme mois rose dans le monde sanitaire. Que comprendre d'une telle journée qui est dédiée à cette maladie, le cancer? Docteur Orukuku Orukoni sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de réponse. À suivre à la boucle, le condensé de l'actualité nationale tel que traité par la presse béninoise écrite sera la revue de presse nationale de Lukman Bourutio, sans oublier une autre en sport, c'est là pour les titres. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous. Le 4 octobre est désormais dédié à la célébration de la journée internationale des aveugles et malvoyants. À l'occasion de cette journée, donc, il est important de rappeler les droits des personnes en situation de handicap accompagnées justement de guides ou d'assistants. Nous souhaitons en apprendre davantage sur la déficience visuelle et le quotidien des aveugles et malvoyants dans la société. Les associations de défense des droits des aveugles et malvoyants se rassemblent donc à ce jour dans le but d'informer, de sensibiliser le grand public, les leaders d'opinion sur les pouvoirs publics, notamment sur la condition actuelle des déficients visuels, sur leur mode de vie. Alors, à cette question qui revient chaque fois, comment est-ce qu'il faut prendre ces derniers et quel est donc l'apport de la société à l'endroit de ces derniers? Mesdames, Messieurs, à toutes ces questions, répondons dans nos prochaines éditions avec éléments sonores. Parlons santé à présent. Le mois d'octobre est un mois dédié rose dans le monde sanitaire. Un mois qui fait focus sur une maladie silencieuse mais qui ravage dans le monde entier. Il s'agit du cancer du sein chez la femme. Comment, sinon, pourquoi octobre rose et comment peut-on savoir qu'on a un cancer du sein? Pour tout comprendre, c'est dans ce reportage que nous propose la rédaction. Chaque année, le mois d'octobre se désigne de mois rose pour sensibiliser la population au cancer du sein et à l'importance du dépistage à tout âge. C'est également l'occasion d'intensifier les efforts de recherche dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein. Pourquoi octobre rose? Plus loin, Dr Orukuku Orukoni, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville-Karimama, répond. C'est un mois qui est décrété par l'OMS pour la lutte contre cette pathologie-là, qui est le cancer du sein. Vous savez, aujourd'hui, sur le plan mondial, le cancer du sein, ça fait partie des cancers qui sont les plus meurtriers. Donc, il y a le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Donc, face à ces pathologies-là, l'OMS essaie de décréter des mois pour pouvoir mettre l'accent surtout sur tout ce qui est sensibilisation, sur tout ce qui est prévention, sur tout ce qui est promotion, allant dans le sens de la lutte contre ces maladies-là. Ainsi, chaque mois d'octobre de chaque année sera dédié à cette maladie silencieuse et ravageuse dans le rang des femmes. Orukuku Orukoni. Le cancer du sein fait partie des cancers les plus fréquents dans le monde entier, les cancers les plus fréquents chez la femme, les cancers les plus meurtriers chez la femme. C'est pourquoi il est décidé spécialement un mois dans l'année pour que nous nous rappelons
vraiment de ce que c'est que le cancer du sein chez les femmes. 61 214 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en France. Pourtant, 20 000 cas pourraient être évités chaque année à des gestes simples comme la réduction de la consommation d'alcool et de tabac ainsi que la pratique régulière d'une activité physique, nous dira Dr Orukuku Orukoni. Le cancer du sein, c'est un cancer qu'on peut éviter, qu'on peut détecter très tôt, avant que ça n'évolue vers la phase de cancer. Vous voyez, vers la phase de tumeur maligne. Seulement avec l'autopalpation des seins, la femme elle-même, elle peut déjà découvrir un nodule qui est en train de se développer et qui peut devenir cancer un jour. À la question de savoir comment peut-on détecter soi-même un cancer du sein, suivez plutôt. Le sein est à diviser en 4 cadrans et commencer la palpation cadran par cadran, tout en commençant de la gauche vers la droite. Déjà, quand on fait cette palpation-là et qu'on arrive à mettre en évidence, à toucher une boule au niveau d'un cadran, rapidement, il faut se rendre au centre de santé pour que l'agent de santé averti, formé, puisse confirmer ou infirmer ce que vous avez vu. Quand on finit les 4 cadrans, le mamelon, il faut l'appuyer pour voir si il n'y a pas un liquide qui va sortir. Et l'autopalpation se fait en face d'un miroir. Et d'abord, de façon comparative, on vérifie les deux seins. Est-ce que les deux seins sont symétriques? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect qui se présente dans un sein et qui n'est pas dans un autre sein? Ça doit attirer l'attention. Et commencer par faire l'autopalpation en soulevant le bras qui est du même côté du sein et en utilisant l'autre main, la main opposée, pour faire la palpation au sein opposé. Donc, c'est très important. Attention, il ne sert à rien juste de toucher ses seins et d'y croire qu'on est en train de faire une autopalpation. Les périodes sont bien connues. Alors, la période propice pour pouvoir faire l'autopalpation est tout juste la période après les menstrues. Donc, quand la femme finit de faire ses menstrues, la femme finit de faire les règles, immédiatement, il faut faire l'autopalpation des seins pour voir s'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, on se rend rapidement au centre de santé et il y a des examens à faire. Donc, les agents de santé, en fonction de ce qui sera retrouvé, vont vous conseiller de faire ces examens-là. Et très tôt, si entre-temps, c'est vraiment un nodule, ça sera découvert très tôt. Et une nodulectomie sera faite pour que ça n'évolue pas vers l'étape du cancer du sein. Sans pudeur et au-delà de toute considération religieuse ou sociale, un homme marié peut à tout prix aider sa femme à éviter un cancer de sein. Et comment? Tout est simple. Vous allez voir, d'autres disent il faut que les femmes mariées quand même laissent leur mari sucer les seins. Tout ça, c'est des gestes qui entrent en compte dans les mesures de lutte contre quand même le cancer du sein. Beaucoup de femmes perdent leur vie à cause de ce cancer-là, que normalement, on peut détecter très tôt et éradiquer. En somme, l'homme de la santé recommande. À tous les niveaux, nous devons accentuer la sensibilisation de nos sœurs, de nos mamans, dans l'adoption des comportements favorables pour la lutte contre le cancer du sein. Jeunes filles, femmes, les moments déjà connus vous favorisent de détecter très tôt le cancer pour éviter son développement. Eh bien voilà, de cette actualité, nous allons parler actuellement de l'éducation. Comment réussir une année scolaire bien apaisée, justement. La question revient régulièrement au centre des débats dans le monde scolaire en ce début d'année scolaire. Nous avons posé la question à un acteur du système éducatif, l'homme à pronom Daniel Ezi, est un inspecteur de l'enseignement du premier degré. Il nous dévoile ici d'abord les différents acteurs de la chaîne de l'école au Bénin. À la base, nous avons les parents, les enfants. Un peu plus haut, nous avons les enseignants et leurs supérieurs hiérarchiques, le directeur ou le chef d'établissement. Un peu plus haut, pour ce qui concerne l'enseignement du premier degré, nous avons les chefs de région pédagogique, inspecteurs bien entendu, qui gèrent une circonscription scolaire, au moins une ou deux circonscriptions scolaires.
Plus haut, nous avons la direction départementale des enseignements et au sommet, l'État représenté par le ministre lui-même. Si chaque acteur joue bien son rôle, je crois que l'année scolaire sera effectivement apaisée. Et des efforts sont en train d'être faits par les différents responsables depuis un certain nombre d'années. Lorsque je prends le ministère, déjà cette année, les enseignants sont déjà répartis. Ils ont été déployés. Donc, les classes sont déjà pourvues, je dirais, sur la base des besoins identifiés, plutôt vers la fin de l'année scolaire. Nous avons des formations qui se sont déroulées et qui continuent de se dérouler d'ailleurs chez nous. Je parle ici des curricula révisés au CI et au CP. Il n'est pas rare d'entendre des récriminations contre les parents d'élèves. La question de suivi des enfants pour leur progéniture se pose avec acuité selon certains observateurs. Quelle peut être alors la responsabilité d'un parent pour le succès de son enfant? Voici l'explication de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Daniel Ezi, qu'on écoute. Il s'agit ici d'identifier vraiment des leaders d'opinion, ceux-là qui peuvent travailler en collaboration avec les différents membres du bureau de l'association des parents d'élèves, et il s'agit également de faire en sorte que la collaboration entre les directeurs soit beaucoup plus active. À cette condition plutôt, je crois que ces derniers pourront mieux jouer leur rôle. Dans la plupart des cas, on a l'habitude de voir les parents au démarrage et pendant les vacances. Donc généralement, certains ne viennent que pour inscrire les enfants et à la fin de l'année pour voir si l'enfant passe. Bon, là, il y a un canal. Nous avons les carnets de correspondance. Les carnets de correspondance où, à travers les 3 rubriques, le parent peut suivre le travail, l'évolution de son enfant. Dans un premier temps, nous avons les différentes disciplines. Après une évaluation, le parent peut voir déjà, grâce au symbole, même s'il est illettré, si l'enfant a travaillé ou non. Ensuite, l'assiduité de l'élève, la conduite, les qualités et les défauts majeurs. Monsieur, cette session de l'information se poursuit, mais avant tout, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Prenons donc la direction de Cotonou. Après 8 ans de gouvernance au Bénin, le régime du président Patrice Talon a fait le bilan de gestion des 8 années dans plusieurs secteurs du pays. Du secteur de l'éducation, santé et autres, c'est au tour du secteur de l'agriculture. Et c'est donc le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui s'est adonné à cet exercice. Le ministre a abordé le projet de sédentarisation de l'élevage des ruminants qui est la nouvelle formule que le gouvernement béninois a introduit dans l'univers de l'élevage. Pourquoi une telle initiative et innovation? Voici les explications du ministre de l'Agriculture, l'homme à pronom Gaston Dossoui. Le projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité. Alors, depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Alibori seul, pourraient descendre un peu dans la région du Borgou, mais ne dépasseraient jamais la limite de Sabé. C'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Il n'est pas question de dire on a fait claustration des animaux, on les a figés sur place. Non, c'est pas encore cela. Mais les animaux ne doivent plus aller sur de longues distances. Leur troupeau est sécurisé. Les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Bref, ce qui est à travers ce programme a changé de paradigme pour que on ne considère pas que la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. Par ailleurs, des conditions sont créées pour que donc des privés s'installent, ce qui a permis à plusieurs citoyens béninois de recueillir, sinon de réveiller leur poulailler. Suivez les détails avec Gaston Kossi Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Les conditions sont désormais créées et favorables pour que des privés s'installent. Et beaucoup ont réveillé leurs anciens poulaillers. Beaucoup s'installent aujourd'hui pour produire l'aliment de volaille, les poussins d'un jour, et puis maintenant l'administration. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'accompagnement technique. Nous devons maintenant innover en matière de conseils agricoles liés au suivi des exploitations d'élevage pour améliorer les performances au niveau de chaque élevage et créer un marché domestique. C'est une question de financement. Nous ouvrons le conseil agricole comme support à l'investissement. Et à compter de ce budget 2024, le ministère des Finances nous a autorisé à faire ces recrutements pour avoir le conseil agricole comme support à l'investissement. Sur ce chantier, les défis majeurs à réaliser, c'est pouvoir garantir les semences de bonne qualité. Nous avons des races, lagunaires, borgou et autres, mais la quantité de viande qu'on tire de chaque animal abattu est faible. C'est une question de génétique. Et pour la génétique, soit on importe le sujet vivant pour améliorer la production au niveau des élevages, on peut aussi importer la semence qu'on inocule aux vaches qui sont capables de porter. Et nous allons changer beaucoup. Et ça se fera au niveau des lapins, ça se fera au niveau du porc, ça se fera aussi au niveau des bovins pour vraiment améliorer. Et ça a commencé. Nous avons sélectionné pas mal d'élevages aujourd'hui qui vont recevoir des semences de bonne qualité. Dans son adresse, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, est revenu sur la spécialisation des régions agricoles. Que comprendre de la spécialisation des régions agricoles? Élément de réponse dans cet extrait. Nous avons spécialisé les régions agricoles, dégagé les filières phares, créé des programmes nationaux de développement de ces filières aux côtés des investissements ou des financements, des partenaires techniques financiers qui nous accompagnent sur tel ou tel programme. Je prends une filière à haute valeur ajoutée qu'est le cajou. Avant 2016, la production nationale était de 91 000 tonnes. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 200 000 tonnes. Des années, ça va à 212, 220, d'autres 190, 198. Nous sommes autour de 200 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a plus que doublé. Mais il a fallu faire 3 actions fondamentales à ce niveau. La première, c'est que les vieilles plantations qui sont déjà touffues et qui ne fleurissent pas beaucoup, nous avons procédé à de la réhabilitation. L'État a financé. Et chaque hectare réhabilité coûte 55 000 à l'État. Le propriétaire n'a rien à faire que d'accompagner les ouvriers qui viennent pour faire la réhabilitation et trier. Ça a créé un refus les premières années. Mais ceux qui l'ont fait au bout d'1 an, 2, tout de suite, ont vu leur rendement doubler. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà mis plus de 4 milliards dans cette affaire. La deuxième action forte que le gouvernement a eu à faire, c'est de mettre en place des semences ou des plants sélectionnés, greffés, mais subventionnés. Le paysan ne paye que 100 francs pour l'obtenir et le mettre en terre. La troisième action que nous sommes en train de mener aujourd'hui, nous mettons aujourd'hui les ressources en place pour que les pépiniéristes fassent le régarnissage de ces plants. À l'instant, Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Mesdames, Messieurs, à présent, nous dressons les tapis verts pour les nouvelles sportives. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Eh bien voilà, nous allons parler tout de suite de la Ligue Pro Bénin, saison 2024-2025, la deuxième journée qui va se jouer à partir de ce dimanche 6 octobre 2024. Donc comme affiche, nous avons Boa FC qui va jouer contre Panthère FC de Djougou, pendant que à 16h, il y aura une autre rencontre, ce sera avec avec une autre équipe. Nous reviendrons plus sur cette actualité. On parle cette fois-ci d'une autre actualité sportive au Sénégal. Pourquoi Aliou Cissé quitte donc à la tête des Lions de la Teranga? Le gouvernement du Sénégal a décidé de ne pas reconduire Aliou Cissé en tant que sélectionneur des Lions de la Teranga. Le contrat de l'entraîneur est arrivé à terme depuis le 31 août 2024. Il faut préciser que l'information a été confirmée ce mercredi 2 octobre 2024 par un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, en abrégé FSF. Elle informe dans son communiqué avoir reçu ce lundi 30 septembre 2024 une lettre confidentielle de Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Il faut noter que cette lettre qui a vraiment remué l'actualité sportive ivoirienne. De cette actualité, nous allons installer maintenant
Zulkifil Lona, c'est pour les informations hors de nos frontières. Zulkifil, bienvenue dans ce studio. Merci Bruno Gakli, bonjour. Avec vous, nous allons parler de l'actualité hors de nos frontières. Tout de suite, nous parlons du Mali. L'appel de la famille d'Ali Faraka Touré, appelé le vol d'un gangster Ewad, gagné par le musicien J'y arrive en 1995. Au Mali, la famille du feu Ali Barka Touré lance un appel. Le guitariste et chanteur décédé en 2006 a décroché durant sa carrière 3 Grammy Awards, récompenses importantes décernées chaque année aux États-Unis. Le premier en 1995 dans la catégorie meilleur album de musique du monde, Talking Timbuktu. Ce trophée, un gramophone doré fabriqué en zinc et non en or, a été volé dans la maison familiale dans le petit musée Crié pour honorer la mémoire de ce géant de la musique africaine. Ses proches lancent donc à la restitution du trophée emblème de la culture malienne. En Côte d'Ivoire, comment le nouchi et la musique mixte, le français, se perçoivent-elles justement par les Ivoiriens? Le sommet de la francophonie se tient en France jusqu'au 5 octobre. Il y a un peu plus de 10 ans, lors du sommet d'Abidjan, l'ancien patron de l'OIF, Abdoul Diouf, avait ainsi salué la créativité des Ivoiriens pour rien vanter la langue française. Elle se retrouve dans la musique populaire qui intègre de plus en plus le nouchi, l'agro de la rure. Pas facile à comprendre pour les Gaou qui débarquent à Abidjan. Sous-titrage avec notre correspondant dans la région. On va finir avec vous, Zulkifil Lona. En RDC, cette fois-ci, un nouveau naufrage tragique sur le lac Kivu. Pour finir, dans l'est de la République démocratique du Congo, un bateau qui transportait des marchandises et des centaines de passagers a fait naufrage jeudi 3 octobre 2024 sur le lac Kivu. Une grande confusion règne encore au niveau des bilans. Il y a au moins 28 morts selon le gouverneur de la province du Nord Kivu, 118 selon celui de la province du Sud Kivu. Mais probablement encore, puisque les recherches se poursuivaient hier soir pour retrouver des disparus, près de 300 personnes se trouvaient au bord des embarcations. Merci à vous, Zulkifil Lona. À votre suite, c'est Lukman Ourouchio qui s'installe et c'est dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce vendredi, plusieurs sujets sont abordés pêle-mêle par les journaux. Et l'affaire coup d'État revient encore dans les colonnes de plusieurs parutions ce jour. À ce sujet, le Télégramme rapporte un nouvel épisode. Le journal renseigne que dans le cadre des enquêtes concernant le coup d'État manqué, le directeur administratif et financier de Roch Nieré, beau-frère d'Olivier Bokor, lui-même en cavale, a été arrêté dans l'après-midi du mercredi 2 octobre dernier. Selon le potentiel repris par le Télégramme, il serait co-signateur d'un chèque d'un montant considérable dont l'utilisation reste pour l'instant floue. En effet, supplitent les confrères, l'utilisation pourrait être liée à des accusations de complot contre l'autorité de l'État, de détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Actuellement, rappelle le journal, Olivier Bokor et Oswald Omeki sont en détention pour des accusations similaires. Et justement, en commentaire, le journal Honoubo note que Olivier Bokor a célébré son anniversaire de 60 ans en prison. Coïncidence ou coup de sort, s'interroge le journal qui informe que Olivier Bokor a rejoint Joël Aïvor dans le même établissement pénitentiaire. Plus loin, mon confrère recherche les soutiens d'Olivier Bokor. Depuis l'éclatement de cette affaire dite tentative de coup d'État impliquant Olivier Bokor, où sont passés les pasteurs, les mouvements de jeunes et artisans qui l'ont toujours porté au rôle dans un passé récent, se préoccupe en manchette la publication. Pour sa part, le Soleil Béninfo constate une indifférence, l'indifférence de la population face à ce qui semble être, selon le journal, une querelle entretenue entre proches du pouvoir.
Contrairement à ce qu'on aurait pu entendre, rapporte le Soleil Bénin Info, cette affaire n'a pas retenu l'attention des citoyens béninois ordinaires dont les priorités quotidiennes dépassent de loin les rivalités politiques. En revanche, informe les publications dont le Télégramme, le Potentiel, Nasiera, Dynamise Info, le Canard du Nord et bien d'autres publications, le Parti Les Démocrates a réagi face à cette affaire de coup d'État déjoué. Le Parti Les Démocrates dénonce, d'après le Télégramme, un flou et une confusion. Le Canard du Nord retient pour sa part que le Parti Les Démocrates parle d'un Bénin en crise. Oui, l'affaire coup d'État déjoué révèle une crise politique profonde, selon le Parti Les Démocrates, cité en gros titre par quotidien Nasiera. Alors retient Dynamise Info, dans le dossier d'atteinte à la sûreté de l'État, le Parti Les Démocrates invite le peuple béninois à la vigilance. Et pendant ce temps, dans le reste, le journal Le Potentiel nous conduit dans les coulisses de la criette. Là-bas, informe le journal, un magistrat est condamné à 2 ans de prison dans une affaire d'abus de fonction. L'affaire pendante devant la justice depuis décembre 2022 implique 4 magistrats, un homme et une femme. Cette dernière, selon les informations reprises par Le Potentiel, avait saisi le ministère de la Justice dans le dossier pour lequel son époux était incarcéré pour abus de fonction. D'après les informations, la femme en question aurait été contactée pour obtenir la libération de son époux, ce qui représentait une escroquerie brillamment ficelée. C'est ainsi que les 2 magistrats sur les 4 ont été placés sous mandat de dépôt. À en croire le journal, les 2 autres, eux, sont poursuivis sous mandat alors que l'homme et la femme sont déposés pour escroquerie. La femme interpellée dans le dossier, d'après les informations, a joué un rôle central dans l'affaire. Elle a essayé de faire croire à la femme de l'homme en détention qu'elle peut assurer l'intermédiaire pour sa libération. L'homme déposé de son côté lui a fait savoir qu'il dispose de très bonnes relations avec les magistrats qui travaillent sur l'affaire et capable, avec 250 000 francs CFA, d'obtenir sa libération en organisant un déjeuner avec cette somme et achevant l'affaire avec 4 millions de francs CFA. La victime a pu réunir 1 million de francs CFA mais n'a pas pu obtenir sa libération. C'est ainsi que son épouse a saisi le garde des Sceaux qui est entré dans la danse en invitant son collaborateur condamné à faire un rapport sur l'affaire, mais ce dernier aurait réclamé 60 millions de francs CFA à la dame pour obtenir sa libération. Et à la criette, 3 magistrats ont été libérés et le collaborateur de l'ex-ministre est condamné pour pareil pour les 2 autres. Et dans le reste, commerce extérieur du Bénin au 2e trimestre de l'année 2024, le Télégramme et le Matinal rapportent une baisse des importations et exportations au Bénin. L'Institut national de la statistique et de la démographie Instad a rendu public le 1er octobre 2024, d'après le Matinal, le bulletin trimestriel de statistiques de commerce extérieur pour le compte du 2e trimestre 2024. Dans le rapport, il ressort que les exportations et les importations des marchandises sont en baisse par rapport au 1er trimestre de l'année 2024. Les autres détails à lire dans les colonnes des publications. Et dans les dernières secondes, certains journaux rapportent une action sociale du chef d'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou. Principalement, le Canard du Nord et Daibi Info font savoir que Joël Domagui a fait don de tôle et pointe d'acier à l'école primaire publique Waria dans son arrondissement. Mais avant, précise le Canard du Nord, il a échangé avec les enseignants acteurs de l'éducation à Tchatchou. Alors, conclut Daibi Info, Joël Domagui, chef de l'arrondissement de Tchatchou, fait la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Exactement 28 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité sur la radio Sota FM. Mesdames, messieurs, stop et fin, tout le monde descend, partie technique à Bakar Dokwa. L'édition est là pour nous, Ousmane Tino là, présent chez vous par la magie des ondes. Bruno Gakli, c'est mon nom. N'acceptez jamais les critiques, mais n'acceptez jamais le manque de respect. C'est sur ces mots que je vous souhaite de passer d'agréables moments en suivant nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir.